Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Je suis ravi de vous retrouver pour plonger dans les coulisses, parfois impitoyables, du football international. Bonjour Eve. Et oui, on a un programme super chargé aujourd'hui avec un sujet qui en fait dépasse largement le cadre du simple sport. Exactement, parce qu'aujourd'hui on ne va pas juste parler d'un transfert ou d'un changement de maillot classique, on va décortiquer une décision qui met vraiment en lumière la façon dont les nations européennes développent leurs talents. Ouais, et surtout comment ces mêmes talents finissent par la suite par redessiner totalement la carte du pouvoir mondial quand on s'approche des grandes compétitions. C'est ça. Alors on a sur la table une information officielle, une vraie bombe, lâchée par la rédaction de Foot Mercato, Issa Diop. Le fameux dossier Issa Diop, ouais. Voilà, 29 ans, défenseur central robuste qui évolue en Première Ligue. Eh bien, il a officiellement dit oui pour représenter l'équipe nationale du Maroc, les fameux Lions de l'Atlas. C'est une annonce majeure, hein. Complètement. Et donc, l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. On veut aller bien au-delà de la simple annonce administrative, tu vois ? Il s'agit vraiment de comprendre les rouages tactiques, juridiques et même stratégiques qui transforment ce choix individuel en un véritable phénomène systémique. Et pour le coup, c'est un cas d'école absolument parfait pour comprendre l'évolution moderne du football de sélection. Parce que bon, pendant très longtemps, la nationalité sportive, c'était perçu comme une évidence géographique, quoi. Un destin un peu inaltérable. Tu naissais quelque part, tu jouais pour ce pays, point barre. Exactement, c'était aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, avec la professionnalisation vraiment extrême des carrières et l'évolution des règlements de la FIFA, on est face à des athlètes qui gèrent leur parcours avec un pragmatisme totalement assumé. Et ils ont bien raison, hein, en même temps. Ah, mais totalement. Le cas d'Issa Diop, c'est pas une anomalie. C'est le reflet d'une mutation globale. Les joueurs binationaux, ou dans ce cas précis, trinationaux. Ouais, on va y revenir à cette triple éligibilité, c'est fou. Ouais, ils évaluent le marché international avec une précision presque clinique, en fait. C'est clair. Alors, posons un peu les fondations de ce dossier pour notre auditoire. Avant d'analyser l'impact de son arrivée au Maroc, pour vraiment comprendre le profil du bonhomme. Indispensable. Et aussi la mécanique juridique qui lui permet de faire ce choix, parce qu'il a quand même 29 ans. C'est pas un gamin qui débute. Non, c'est un joueur mature. Voilà. Issa Diop, 29 ans donc, défenseur central à Fulham, en Angleterre, les fameux Cottagers. Foot Mercato précise bien qu'il a disputé 15 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Ce qui est une vraie statistique de régularité. Ah bah oui, on ne parle pas d'un joueur au placard ou relégué en réserve. Il est en plein cœur de la machine de guerre qu'est la Première Ligue. Ouais, le championnat le plus intense au monde, sans aucun doute. Et pourtant, ce qui le rend dingue sur le marché international, c'est cette situation de triple éligibilité. En gros, il a grandi et été formé en France. Oui. Son père lui offre l'éligibilité pour le Sénégal. Tout à fait. Et sa mère pour le Maroc. C'est quand même incroyable d'avoir encore ce choix ouvert à presque 30 ans, non ? Comment les règlements internationaux permettent ça concrètement ? En fait, la clé se trouve dans les statuts très spécifiques de la FIFA sur le changement d'association nationale. Diop a eu ce qu'on appelle un parcours de formation ultra classique. L'élitisme à la française, quoi. Voilà. Il a été chouchouté par la Fédération française de football. Il a porté le maillot bleu dans toutes les catégories de jeunes, des U16 jusqu'aux espoirs. Les U21, ouais. C'est ça. Et historiquement, quand une fédération investissait autant sur un jeune, ça scellait presque automatiquement son avenir. Évidemment. C'était acquis. Un mariage forcé, presque. Un peu, oui. Mais les règles actuelles de la FIFA sont claires. Tant qu'un joueur n'a pas disputé de match officiel de compétition avec la sélection A, donc l'équipe première senior... Ouais, les matchs amicaux, ça compte pas si je dis pas de bêtises. Exactement, les amicaux laissent la porte ouverte. Tant qu'il n'a pas joué de match officiel en A, il garde le droit de changer de nationalité sportive pour un pays avec lequel il a des liens de filiation. D'accord. Donc, le fait que Didier Deschamps ne l'ait jamais convoqué pour un match officiel avec les Bleus, ça a laissé cette fenêtre légale grande ouverte. Absolument. La fenêtre ne s'est jamais fermée. C'est quand même une situation assez unique. Pour ceux qui nous écoutent et qui essayent de visualiser, moi j'aime bien faire cette analogie, c'est un peu comme si on observait un cadre dirigeant hyper qualifié, tu vois. Ouais. Un mec formé par une institution de prestige qui se retrouve à l'âge de la maturité professionnelle, courtisé par 3 multinationales concurrentes. C'est une super image. La France, c'est un peu l'entreprise formatrice, celle qui lui a appris les méthodes de travail. Le Sénégal et le Maroc, ça représente des entreprises familiales, mais avec un capital émotionnel énorme derrière. C'est très juste. Sauf que,
Et c'est là que le monde du foot est cruel. Contrairement à l'entreprise, où tu peux démissionner et changer de boîte tous les 5 ans, là c'est un choix totalement irréversible. Ah oui, 0 retour en arrière possible. Une fois que tu as joué ta première minute avec Léa du Maroc, les portes de la France et du Sénégal se claquent définitivement. Et cette notion d'irréversibilité, c'est fondamental pour comprendre le timing. Ça explique pourquoi ces gars-là prennent autant de temps pour réfléchir. C'est pas un coup de tête que tu fais à 18 ans après un bon match. Non, ça se mûrit. Et c'est là que l'âge de Diop, 29 ans, devient un facteur central dans notre décryptage. À cet âge-là, un défenseur central, il a une lecture du jeu qui est optimale. Il est dans son prime, comme on dit. Exactement. On ne parle plus de potentiel, on parle de rendement immédiat. Et la transition d'une formation européenne très rigide vers le football africain qui est très différent, c'est un vrai défi. C'est sûr, l'adaptation doit être fulgurante. D'autant plus que les équipes nationales s'entraînent 3 ou 4 jours ensemble avant un match. C'est très court. Et justement, en parlant d'adaptation, ça soulève une grosse question sur la destination qu'il a choisie. Le Maroc ? Ouais, le Maroc. L'article de Foot Mercato précise qu'il pourrait intégrer la liste dès ce mois de mars. Sauf que le contexte marocain actuel, c'est pas vraiment un long fleuve tranquille en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. La source rappelle bien que l'équipe sort d'un exploit historique, la fameuse demi-finale au Mondial au Qatar. Ça a complètement redéfini les standards. Un moment magique pour le foot africain. Complètement. Mais l'information cruciale du papier, c'est que la sélection entre dans une, je cite, « nouvelle ère », suite au départ de Walid Regragui, leur sélectionneur emblématique. Le grand architecte de cette épopée. Et là, moi, il y a un paradoxe qui me saute aux yeux. Choisir une équipe qui vient tout juste de perdre le cerveau de son plus grand succès historique. C'est pas un pari hyper dangereux pour un joueur qui arrive comme ça, sans aucun repère dans le vestiaire? Pour reprendre l'analogie de l'entreprise, c'est comme rejoindre une start-up qui vient de faire une entrée en bourse monumentale, mais qui perd son fondateur visionnaire le lendemain. J'adore l'analogie parce qu'elle illustre à 100% le climat d'incertitude là-bas. Le vide que laisse un coach comme Regragui, un mec qui a littéralement fusionné avec son groupe, c'est immense. Les joueurs étaient prêts à mourir sur le terrain pour lui. C'est ça. Le système tactique, les automatismes, les égos dans le vestiaire, tout est remis à zéro, ou presque. Du coup, c'est un bourbier pour Diop, hein? Paradoxalement, non. C'est exactement ce vide structurel qui rend le profil de Diop inestimable à cet instant T. Foot Mercato qualifie son arrivée d'apport de taille, et la logique derrière ça, elle est purement tactique. Explique-nous ça. Comment un mec qui vient de débarquer, qui ne connaît personne, peut stabiliser un système qui vient de perdre sa tête pensante? Tout dépend de son poste sur le terrain. Un défenseur central, c'est pas juste un grand costaud qui dégage le ballon loin devant. Ouais, on n'est plus dans les années 80. Exactement. Aujourd'hui, c'est lui qui dicte la hauteur du bloc équipe, c'est lui qui hurle sur le milieu de terrain pour déclencher le pressing ou ordonner le repli. C'est le chef d'orchestre de la défense, quoi. Voilà. Et dans une période de transition où les consignes du nouveau coach peuvent être complexes ou encore mal assimilées, l'équipe a un besoin vital de relais sur le terrain. Des mecs capables d'organiser la structure en temps réel. Et Diop a ce profil d'équipe. Complètement. Avec l'intensité physique et la rigueur qui bouffent chaque week-end en première ligue avec Fulham, face à des Haaland ou des Salah, le mec sait absorber la pression. Il n'a pas besoin d'un système hyper protecteur pour briller. Il a l'habitude du chaos, en fait. C'est exactement ça, il est conçu pour survivre dans le désordre. Donc pour une équipe marocaine en pleine reconstruction, ramener un mec comme ça permet de bétonner les fondations pendant que le nouveau coach met son projet en place. Ok, donc son âge et son expérience, ce ne sont pas des freins. C'est carrément l'outil qui permet de pallier l'instabilité actuelle. Il arrive un peu comme un gestionnaire de crise sur le terrain. Un gestionnaire de crise de haut niveau, oui. C'est une perspective vraiment éclairante. Mais il y a un autre moteur derrière ce choix. Quelque chose de beaucoup plus large que le simple contexte du Maroc. Ah, tu veux parler de l'effet Coupe du Monde? Exactement. Le texte de Foot Mercato met en lumière une tendance de fond qui est en train de modifier l'équilibre des forces. L'article insiste sur l'approche du prochain mondial et utilise une phrase très forte. Ils disent que les joueurs binationaux commencent à prendre leur destin en main. Et cette phrase, elle est lourde de sens. Ça traduit une vraie rupture avec les schémas d'il y a 15 ou 20 ans. Ouais, à l'époque, c'était quoi la norme? Il y a une décennie, un gamin formé en France, même s'il ne jouait pas en équipe première, sa norme non écrite, c'était d'attendre l'appel des Bleus jusqu'à la toute dernière minute. Quitte à sacrifier sa carrière internationale. Exactement. Il y avait un attentisme dicté par le prestige du maillot français. Mais aujourd'hui, l'analyse bénéfice-risque, elle a totalement changé dans la tête des joueurs. Le calendrier d'une carrière, c'est impitoyable. Bah oui, ça va vite. À 29 ans, la prochaine Coupe du Monde, c'est l'apogée physique de Diop. C'est sa dernière opportunité réaliste d'y jouer un rôle de titulaire indiscutable.
Le constat est super froid, mais tellement logique. Parce que quand on observe le vivier de l'équipe de France aujourd'hui, franchement, le poste de défenseur central, c'est un goulot d'étranglement de malade. Ah, c'est bouché, complètement bouché. Ça Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé, tous dans des top clubs européens. Pour un joueur de Fulham, attendre qu'il se blesse tous les 4 en même temps pour choper une sélection amicale, c'est du suicide stratégique. Mais carrément, hein. Prendre son destin en main, c'est refuser de subir cette densité. C'est regarder les choses en face et utiliser les lois de la FIFA à son avantage. C'est pas un choix par dépit du coup. Pas du tout. Le Maroc, c'est pas un choix par défaut au sens péjoratif. C'est un redéploiement hyper stratégique de ses compétences. Il choisit un projet qui lui offre une ligne droite vers la Coupe du Monde. Et c'est là que l'analyse de nos sources nous amène vers un phénomène beaucoup plus vaste. Le truc qui fait grincer des dents dans les bureaux en Europe. Le fameux paradoxe systémique. Voilà, c'est vraiment le point névralgique de toute cette affaire. Parlons-en, parce que le cas Diop met en lumière un transfert de richesse sportive qui est juste hallucinant. C'est silencieux, mais c'est massif. Et si on décortique le parcours de Diop, on comprend tout de suite les fédérations européennes, et la France en particulier, avec Clairefontaine et tout ça. Les centres de formation ultramodernes. Ouais, ces fédérations investissent des millions d'euros. Il y a la détection, la formation technique, le suivi médical, la nutrition, l'éducation tactique. Et ça commence dès l'âge de 13 ans. Ça coûte une blinde. Issa Diop, il a profité de cette infrastructure